Lorsqu'on parle de l'introduction, il s'agit de la porte d'entrée dans votre travail de recherche. L'introduction, c'est la porte d'entrée. Donc, vous devrez avoir un tableau blanc là sur lequel je vais souvent écrire, un peu comme un tableau lorsqu'on est dans une salle de classe. L'introduction, c'est la porte d'entrée du travail de recherche. Et il y a une citation qui dit souvent, on va bien, on n'a jamais une deuxième occasion. Ça veut dire quoi? Quand quelqu'un prend mon protocole et qu'il commence à lire l'introduction, je lui donne déjà une première impression sur mon travail et j'allais dire sur ma personne carrément à la fin. Ça veut dire, en regardant mon introduction, en général, les personnes vont déjà se faire une idée de la personne que je suis, de ce qu'on peut s'attendre à avoir dans mon travail, etc. Et ça, c'est surtout pour le protocole. Pour dire quoi? Il faut prendre la peine d'avoir une bonne introduction qui va vous permettre, en fait, de vendre votre image, de donner une bonne première impression pour votre travail, pour la personne qui va vous lire, pour que lorsqu'on va prendre votre travail et qu'on va le lire, qu'on ait quand même le sentiment que, voilà, il y a quelque chose d'intéressant dans cette affaire-ci. Et je prends souvent l'exemple en disant, si vous arrivez chez quelqu'un qui vous sert à manger, mais déjà avant d'arriver chez lui, vous passez par des caniveaux, vous passez devant une douche, devant des toilettes qui sentent très mal. En fait, lorsque vous arrivez chez lui et que vous asseyez, vous n'aurez même pas l'appétit pour manger. Vous allez du coup avoir l'impression qu'en fait, là, je suis dans un secteur qui n'est pas très intéressant. Et c'est pareil pour l'introduction. Si vous faites une introduction et qu'on se rende compte de ce que, voilà, très bon en soi, quand on regarde, c'est pas clair, on va se dire, mais peut-être que dans le fond, celui-ci ou celle-ci ne va pas nous dire quelque chose d'intéressant. C'est pour ça qu'il faut soigner et bien structurer son introduction. Donc, le premier point pour l'échange de ce soir, comme je dis, le premier point, c'est de se dire introduction égale porte d'entrée. Ça, c'est l'introduction, la porte d'entrée. Pour la thèse, on verra c'est différent, c'est l'abstract. Mais pour le protocole, c'est votre introduction qui donne l'impression de qui vous êtes. Et il faut soigner cette introduction-là. Deuxième chose, c'est de se demander à quoi ça sert l'introduction. L'introduction, ça me sert à quoi? L'introduction a pour rôle principal, je vais dire ça comme ça, parce que le deuxième point, l'introduction, c'est, je dirais, donner envie de lire la suite du travail. Il faudrait qu'en lisant votre introduction, qu'on ait envie de lire la suite de ce que vous avez écrit. Je commence par ces principes généraux pour qu'on soit vraiment bien situé dans le contexte avant d'entrer maintenant dans le vif du sujet de comment est-ce qu'on rédige une introduction. Donc, c'est de donner envie de lire la suite de votre travail. Et comment est-ce que ça se fait? C'est à travers la présentation du problème de recherche. Dites-vous que quand je fais une introduction, celui qui lit cette introduction doit à la fin être en train de secouer la tête comme ça pour se dire « Waouh, là, il y a vraiment un problème que celui-ci est en train de nous présenter. Là, il y a vraiment quelque chose à faire. » Parce que quand je lis ce qu'on a écrit dans ce travail, je me rends compte de ce qu'il y a quelque chose à faire. Et donc, je vais chercher à lire la suite pour comprendre qu'est-ce que la personne me propose, qu'est-ce que la personne dit de faire, qu'est-ce que la personne veut faire par rapport à ce problème qui est posé et qui, de toute évidence, est un problème réel, est un problème pertinent que je suis en train de voir
en lisant son introduction. Donc, le but de l'introduction, c'est de donner envie de lire la suite à travers une présentation claire du problème de recherche. Et pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le problème de recherche, je vais vous inviter à aller lire le premier cours qu'on a fait, où on a longuement discuté de cette question. Voilà un peu présenté. Et comment est-ce qu'on fait dans l'introduction pour arriver à cela? Il y a 4 parties globalement qu'on doit avoir dans une introduction. 4 parties. Ce sont les définitions. Je dois définir les principaux termes, les principales expressions qui rentrent dans mon travail de recherche. Je vais d'abord les citer tous et on va revenir sur chaque point au fur et à mesure. Le deuxième point qu'on a, la deuxième partie, c'est le contexte de l'étude, l'ampleur du problème. Je dois situer mon étude dans le contexte où je travaille. Ou encore, on peut encore appeler ceci l'importance du sujet. Voilà, ça c'est les différentes occasions qu'on peut avoir pour cette partie. Ensuite, je dois expliquer maintenant le problème de recherche. Et le problème qui m'amène à vouloir faire ce travail de recherche que j'ai intitulé ci ou ça, etc. Je dois définir et expliquer ici le problème de recherche qui m'amène à faire ce travail. Le quatrième point, c'est l'intérêt de ça, c'est les éléments qu'on doit dans une introduction. Et je vais vous montrer tout à l'heure un exemple d'introduction avec ces différentes parties qui ressortent clairement là pour que vous puissiez comprendre en fait comment ça se fait. Et comme je l'ai dit lors du premier cours déjà, l'objectif de ce que nous faisons, c'est que chacun puisse appliquer cela à son travail de recherche. Ce n'est pas que vous puissiez prendre des notions, des cours supplémentaires de tout ce que vous avez déjà. Non, ce n'est pas ça vraiment le but. D'ailleurs, tout ce que je vous dis là, vous verrez ça partout sur Internet. Ce n'est pas moi qui ai inventé ça. Mais le but vraiment, c'est que vous puissiez comprendre ce qui est dit et que chacun puisse appliquer ça à son travail. De telle sorte que lors du prochain cours qui aura lieu vendredi, que vous puissiez déjà dire quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées. Et je crois qu'au fur et à mesure, on donnera la parole aux uns et aux autres pour nous lire ce qu'ils ont écrit, pour nous présenter ce qu'ils ont fait et qu'on puisse commenter ensemble et que les uns et les autres puissent vraiment apprendre de cela. Donc, soyez dans l'optique de j'acquiers des compétences pour mettre dans mon travail et pour pouvoir avancer. Voilà. Lorsqu'on parle donc de la définition des mots-clés, je vais revenir maintenant sur chaque point pour qu'on s'explique bien. Les mots-clés ici, on doit définir maximum 2 à 3 mots. 2 à 3 mots-clés. Ce n'est pas vraiment de reprendre un dictionnaire où on va définir un tas de choses. Et l'objectif de cette définition, c'est que celui qui va prendre mon travail, s'il n'est pas du domaine, que d'emblée, d'entrée de jeu, il puisse savoir et comprendre le problème dont je parle, les thèmes que je suis en train d'aborder, à quoi est-ce que ça renvoie. Et ça, c'est d'autant plus important que parfois, pour une même pathologie ou pour une même situation clinique, on peut avoir plusieurs définitions différentes selon le contexte. Et c'est l'occasion, en fait, ici, de donner la définition qui compte pour mon travail de recherche. Par exemple, si je fais une étude sur facteurs de risque des PID, des infections génitales hautes chez la femme, dans une population d'étudiants à l'université de Douala. Facteur de risque de PID chez les étudiants à l'université de Douala. Il est clair que le mot-clé que j'ai dans mon exemple ici, c'est PID. On doit savoir c'est quoi une PID. Qu'est-ce que j'appelle même PID? Parce que si on ne sait pas déjà ce que c'est, imaginez quelqu'un qui pense que PID, c'est produit intérieur de développement. Peut-être que c'est un terme économique comme ça. Là, il est complètement à côté de la plaque. Il faudrait que d'entrée de jeu, on sache c'est quoi PID. Qu'est-ce que j'appelle PID? Ou bien si je dis par exemple effet de la spiruline, comme quelqu'un l'a dit la dernière fois, effet de la spiruline,
sur les affections cardiaques ou sur la fonction diastolique cardiaque chez les patients hypertendus à Yaoundé. On comprend que clairement, là, j'ai au moins ces deux mots-clés. J'ai la spiruline, on doit savoir ce que c'est. J'ai l'hypertension artérielle, on doit savoir ce que c'est. Donc, déjà dans mon introduction, au début, je dois donner la définition de ces mots-clés-là. La spiruline, c'est telle chose. Et l'hypertension artérielle, c'est par exemple pression artérielle supérieure à 140 sur 90, tel que défini par tel organisme. Donc, je donne les définitions de mes mots-clés. Il n'est pas question non plus de faire 5, 6, 7 définitions. Ça ne va pas vraiment nous aider. C'est vraiment de donner juste l'idée globale, l'idée principale que j'ai à développer dans mon travail, qu'on puisse comprendre ça dès le début de l'introduction. Ensuite, il faut présenter le contexte, encore l'ampleur du problème. Et moi, j'aime souvent dire ici, entre guillemets, il faut faire peur au lecteur. Je mets ça entre guillemets parce que ce n'est pas vraiment l'objectif de faire peur aux gens, mais c'est ça qu'on va essayer de faire ici. Je dois présenter les informations ici de telle sorte qu'on se rende compte de ce que effectivement, là, il y a un problème. Effectivement, il y a quelque chose de grave qui est en train de se passer et ça doit attirer l'attention ici. Et on va présenter ici à travers des données épidémiologiques ou des indicateurs qui vont m'aider à montrer que la question à laquelle je m'intéresse est importante. Ça mérite qu'on s'intéresse à ce sujet-là. Ici, ça va varier en fonction de la question de la pathologie sur laquelle on travaille, les indicateurs épidémiologiques à utiliser. Je peux, par exemple, utiliser la prévalence. Je peux utiliser la prévalence. Je peux utiliser l'incidence. On va tout le temps voir surtout l'incidence. Utiliser la mortalité. Je peux utiliser le coût de la prise en charge. Utiliser la difficulté du traitement. Je peux utiliser le manque de choses ici pour montrer que le sujet est important. Je prends quelques exemples pour qu'on se comprenne. Si je fais une étude qui porte sur la trisomie 21, par exemple, le syndrome de Down, après avoir donné la définition, comme on l'a dit, il me faut donner l'importance de ce sujet-là. Ici, si je donne la prévalence de la trisomie 21, ou bien l'incidence, le nombre de nouveaux cas qu'on a par naissance, en fait, on aura l'impression que ce n'est pas quelque chose d'intéressant. Je ne sais pas quelle est l'incidence exacte, mais ça doit être quelque chose du genre, la trisomie 21 touche un enfant sur 2000 à la naissance. Donc, la prévalence va être peut-être de 0,05% par exemple. Mais si je dis aux gens, je fais un travail sur une maladie qui touche 0,5% des personnes, mais il va te dire non, là, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Il y a le paludisme qui tue beaucoup plus de personnes à côté. Donc, vraiment, si tu veux les maladies qui touchent 0,5% des gens, ça ne m'intéresse pas. Ça va intéresser peu de personnes parce que là, j'aurais pris une information sur cette pathologie qui ne fait pas peur, entre guillemets, qui ne montre pas que le sujet est important. Mais si par contre, et ça c'est un élément qu'on peut aussi utiliser, je donne plutôt l'ampleur des complications ou bien l'impact social de cette maladie-là. Si parlant de l'importance, je dis 90% des enfants atteints de cette maladie ont un retard de développement psychomoteur ou ont un retard académique. Là, ça va quand même montrer que waouh, c'est une question qui est importante. C'est quelque chose qui mérite qu'on s'y intéresse. Parce que si ça crée un retard psychomoteur chez 90% des personnes qui sont touchées, alors ça veut dire que c'est quelque chose vraiment qui mérite qu'on prête attention à cela. Je prends un autre exemple. Si je veux parler du VIH, il faut une étude qui porte sur le VIH. Si je donne par exemple l'incidence du VIH, le nombre de nouveaux cas qu'on a par an, en 2019 par exemple, ça peut ne pas être intéressant.
Parce qu'on se rend compte que de moins en moins, il y a des nouveaux cas de VIH. Mais si je donne plutôt la mortalité, par exemple, ça risque de ne pas être très intéressant parce que de plus en plus de gens prennent les ARV et donc la charge virale devient indétectable. Donc, il y a moins de nouvelles infections et les gens transmettent moins aux gens parce que leur charge virale devient plus faible. Et on a de moins en moins de décès liés au VIH. Donc, si je veux donner ça, je vais par exemple me retrouver en train de dire quelque chose du genre la mortalité liée au VIH a diminué de 30% au cours des 5 dernières années. Mais celui qui m'écoute va dire, ben, ça veut dire qu'il y a même plutôt du progrès dans cette pathologie-là. Donc, ça ne m'intéresse plus vraiment d'investir dans la recherche sur cette pathologie parce que ça semble aller mieux de ce côté-là. Mais si par contre, je donne plutôt la prévalence du VIH qui est en augmentation dans la plupart des pays, augmentation pas forcément parce que les gens tombent malades, mais parce que les malades meurent moins. Parce que les malades ont un traitement et vont décéder un peu moins. Et ça fait que la prévalence va augmenter. Donc, si je parle de la prévalence, je donne le nombre de personnes infectées dans le monde, le nombre de personnes infectées en Afrique, ça va montrer qu'en fait, le sujet, la question est importante. Et en fonction de la pathologie, en fonction du sujet qu'on a, on aura des indicateurs différents qui vont nous aider à montrer que le sujet auquel on s'intéresse, c'est quelque chose d'important. Il faut s'intéresser à ce sujet-là. Voilà. Comme j'ai dit, s'il y a des questions, vous les notez juste à la fin, on va répondre aux questions avant de continuer. Maintenant, une fois qu'on a dit cela, voilà. Je mélange un peu les pédales, là, je reviens. Une fois qu'on a dit cela, en termes de qu'est-ce qui rentre dans le contenu de la notion de l'ampleur du problème, l'autre chose maintenant, c'est de dire on doit présenter en forme d'entonnoir, pyramide inversée. Ça, vous avez certainement dû entendre cette phrase ça et là. Voilà. C'est quelque chose qu'on dit fréquemment et qu'il faut comprendre et pouvoir appliquer sur son travail aussi. Présenter en forme d'entonnoir, ça veut dire les indicateurs que j'ai choisi de présenter pour ma pathologie, pour montrer l'ampleur du sujet. Je dois commencer par donner les informations au niveau mondial. Quel est l'état de ce problème-là à l'échelle mondiale, à l'échelle du monde? Quel est l'état du problème? Ensuite, je vais descendre au niveau de l'Afrique. Quel est l'état du problème, de la question à laquelle je m'intéresse au niveau africain? Ensuite, je vais aller au niveau du Cameroun. Quel est l'état de ce problème? Ensuite, je vais aller au niveau de la ville ou la région où je travaille, si j'ai l'information, la ville ou la région. Ensuite, si c'est possible, je vais aller au niveau de l'hôpital où je suis en train de faire ce travail de recherche-là. En fait, la présentation en forme d'entonnoir. Et il y a quelque chose de très important ici que je vous invite à noter parce que c'est une erreur que je vois trop fréquemment, vraiment trop fréquemment. Présenter les données à l'échelle du monde, ça ne veut pas dire présenter les données dans quelques pays du monde. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas de dire, et ce que je vois souvent, c'est quelqu'un au niveau mondial va dire, en France, il y a telle chose, en Angleterre, il y a telle chose, aux États-Unis, il y a telle chose. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Parce que les États-Unis, ce n'est pas le monde. La France, ce n'est pas le monde. Celui qui va donner les données celui qui va présenter les données de la France, c'est celui qui fait une étude en France. Et pour lui, ce sera là l'information au niveau local, au niveau du Cameroun, comme pour nous qui travaillons au Cameroun. Celui qui présente l'Afrique du Sud ou les États-Unis, ça doit être celui qui fait son étude là-bas. Mais quand on dit les données à l'échelle mondiale, c'est soit les données de l'OMS qui concernent vraiment le monde, les données globales, soit ça peut être les données qu'on a eues d'une revue systématique qui concernait le monde entier. Mais ça doit être vraiment une information qui se trouve à l'échelle mondiale. Je vais par exemple dire, dans le monde, on a, je ne sais pas, 13 millions de personnes infectées par le VIH. Ça, c'est une information mondiale. Je vais par exemple dire, dans le monde, toutes les 5 minutes, un enfant décède de paludisme. Ça, c'est une information à l'échelle mondiale.
Je vais par exemple dire, dans le monde, les accidents vasculaires cérébraux touchent 4 millions de personnes chaque année. Donc, je donne une information qui concerne le monde entier. Ce n'est pas de dire, je donne une information pour chaque pays du monde. Et après, on va descendre au niveau de l'Afrique. Ici aussi, ce n'est pas de donner des informations des différents pays africains. Non, ce n'est pas ça. Parce qu'on ne travaille pas dans ces pays africains-là. Mais je donne une information à l'échelle globale de l'Afrique. Et là, on va surtout se servir également sur les données de l'OMS Afrique. Voilà. On a des revues systématiques portées essentiellement sur le contexte africain. Il y a des revues qui n'intègrent que les études faites en Afrique et qui donnent en fait des données globales à l'échelle de l'Afrique. Après, on va aller donc au niveau du Cameroun ou de son pays, si on travaille dans un autre pays. Donner également des informations à l'échelle du pays. Souvent, ici, on va voir des gens qui vont donner plutôt des informations dans un hôpital particulier de ce pays-là. Ça peut encore passer parfois, surtout qu'il est parfois difficile d'avoir des informations à l'échelle du pays. Voilà, surtout dans les pays comme les nôtres où on ne fait pas beaucoup d'études qui concernent l'ensemble, beaucoup d'études d'échelle nationale. Mais voilà, si on peut les avoir, c'est bien. Des informations à l'échelle du Cameroun, à l'échelle du pays. Et souvent, on va se limiter là. Mais si j'ai des informations dans ma région ou dans mon hôpital, ce serait encore mieux de les présenter. Comme je l'ai dit, l'objectif ici, c'est vraiment de donner des informations qui montrent que la question est importante. Ce n'est pas de faire une mini-revue de littérature parce qu'il y a un chapitre de revue de littérature après. Le but, ce n'est pas de présenter juste les études que les gens ont fait. Tel a fait ceci, tel a fait cela, tel a fait ceci. Ça, ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de montrer que la question est importante. Le sujet est important et mérite qu'on s'y intéresse, mérite qu'on accorde du temps pour faire un travail sur ce sujet-là. Voilà pour ce qui est de l'importance du sujet. Je vais vous montrer un exemple tout à l'heure, comme je l'ai dit, pour qu'on puisse vraiment coller ce que je dis à un contexte réel. Très bien. Une autre chose, un autre aspect, mais qui est quand même rarement utilisé, c'est que la partie, on peut présenter les données de manière globale en allant plutôt dans le sens d'une description par système ou bien une approche en pyramide par rapport à cette spécialité-là. Par exemple, si je fais un travail sur le cancer de l'estomac, par exemple, aller du général au particulier peut être de parler globalement. Donc, général, de parler globalement de la mortalité des cancers. Dans le monde, le cancer touche un nombre de personnes, etc. Ensuite, de parler des cancers digestifs. Touche tel pourcentage de personnes ou cause d'un nombre de décès ou à telle difficulté dans la prise en charge. Ensuite, je vais parler des cancers de l'estomac. Et peut-être de parler précisément d'un type de cancer comme l'adénocarcinome, par exemple. L'adénocarcinome. Ça également, c'est une façon de faire la présentation en allant du général au particulier. Voilà. Ça permet vraiment d'aller ok, bon, je crois que ça peut être la personne qui a un problème de connexion. J'ai vu un commentaire là. Donc, je disais, aller général au particulier, ce n'est pas toujours aller des pays du monde vers l'Afrique, vers le pays où on se trouve, mais ça peut aussi être aller de la grande spécialité vers la pathologie qui m'intéresse précisément. Si je parle des fractures, je peux par exemple parler globalement des traumatismes ou des accidents de la voie publique. Ensuite, je descends au niveau des traumatismes. Ensuite, je descends au niveau des fractures. Ensuite, je pars au niveau des fractures de jambes, et etc. En général, le particulier, c'est vraiment dans ce sens-là. Et avoir à l'esprit le fait qu'en tout état de cause, je donne des informations qui montrent que la question est importante, qui montrent que le sujet est important et mérite qu'on s'y intéresse. On ne devrait pas voir ici des informations qui n'ont pas d'intérêt particulier.
Quelqu'un qui va, par exemple, dire que la mortalité a considérablement baissé au cours des dernières années. Ça, ce n'est pas l'introduction qu'on met ça. Parce que ça n'aide pas à vendre son produit, ça n'encourage pas à lire la suite. Très bien. Ceci étant dit pour le contexte de l'étude, le problème de recherche, je vais juste dire un mot rapidement là-dessus pour dire que le problème de recherche revient en fait à écrire quelle est la situation, quel est le problème qui s'est présenté et qui m'amène à vouloir mener un travail de recherche pour le résoudre. Et ça, je le rappelle pour ceux qui n'étaient pas connectés lors des précédents cours, il n'y a pas de recherche sans problème, vraiment. Et une parenthèse, c'est de dire, aujourd'hui encore, j'étais à la Foire internationale des jeunes chercheurs africains, où un maître à nous, un enseignant, le docteur Sinda, rappelait encore que je dois identifier un problème, je dois avoir une idée de recherche qui est là pour résoudre un problème. Parce que même pour trouver un financement, on va te demander quel est le problème que tu veux résoudre. Et il ne s'agit pas de venir dire aux gens qu'il n'y a pas les données chez nous. Personne ne perd de l'argent pour qu'on ait des données. Personne ne finance la recherche pour qu'on ait des données. Donc, je dois me dire quel est le problème que je veux résoudre. Et à l'introduction, il est question ici d'expliquer ce problème, d'expliquer quelle est la situation clinique, quel est l'obstacle auquel je fais face dans ma pratique de chaque jour et qui m'oblige à faire ce travail de recherche pour pouvoir le résoudre. Parce que s'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de recherche à faire. Et enfin, donc, on a l'intérêt de l'étude qui vise simplement à montrer en quoi mon travail de recherche va permettre de résoudre ce problème que j'ai évoqué. En quoi ce travail, comment je vais utiliser ce travail pour résoudre le problème que j'ai présenté plus haut. Voilà. Et là, ça va permettre donc aux gens de bien comprendre. Et je vous assure, quand vous présentez votre affaire sous cet angle, en suivant ce plan, on a envie de comprendre quel est le résultat que vous avez à la fin. Ça veut dire, je définis la pathologie, je montre que c'est important, non seulement dans le monde, mais en Afrique, mais dans mon pays même également, c'est important. Et dans cette pathologie, il y a un obstacle qui reste. Il y a un vide qui se crée, il y a un problème qui existe. Et moi, je veux faire ce travail parce que ça va m'aider à résoudre le problème de telle ou de telle autre façon. Et quand vous faites ça, ben, on a envie de comprendre quelle est donc la solution à ce problème que vous avez eu à poser. Voilà. Maintenant, je vais passer à l'exemple pratique qui est extrait du guide de participation à la recherche quantitative en santé que j'ai écrit, toujours dans l'optique vraiment d'amener les étudiants à pouvoir faire ce genre de travail et à bien travailler dans leur contexte. Donc, là, j'ai préféré ici prendre l'introduction d'un article, parce qu'il faut dire que pour les articles, c'est exactement la même chose, hein, c'est pas différent. C'est un article publié par un enseignant, professeur Mapouré de l'Université de Douala, un enseignant que j'apprécie beaucoup, au passage, qui était d'ailleurs membre de mon jury quand je passais la thèse. C'est un article qui porte sur, je crois, le coût des accidents vasculaires cérébraux à Douala. C'était publié en 2014. Bon, petite parenthèse, dans les articles, en général, on ne va pas faire la définition parce qu'on sait que voilà, c'est les experts qui lisent, qui connaissent la définition. Mais pour le protocole, pour la thèse, il faut commencer par la définition. C'est pour ça que l'introduction de son travail n'a pas commencé par la définition, mais plutôt par le contexte à l'échelle du monde. Mais on aurait pu commencer en donnant la définition simplement. L'accident vasculaire cérébral, c'est un déficit neurologique d'installation brutale. Je ne sais plus si c'est une définition qui va durer 24 heures ou qui n'a pas, ou qui présente une lésion à l'imagerie lorsqu'on a fait cette imagerie précocement. Donc, il y a la définition qui n'apparaît pas ici. Maintenant, contexte dans le monde, il dit ceci. Les AVC constituent la deuxième cause de mortalité dans le monde après les maladies cardiovasculaires. La deuxième cause de démence est la première cause de handicap acquis dans le monde. On voit clairement que là, il donne l'information à l'échelle mondiale et il montre que c'est quelque chose d'important. Les éléments qu'il a utilisés comme indicateurs ici, c'est la mortalité. Également, c'est les séquelles de l'AVC.
Il dit c'est la deuxième cause de mortalité dans le monde. Je crois que tous ceux qui lisent ça se rendent compte que tiens, c'est quelque chose de sérieux là. Ensuite, il dit c'est la deuxième cause de démence dans le monde et la première cause de handicap acquis dans le monde. Ça, c'est présenter l'ampleur du problème à l'échelle mondiale. On aurait pu continuer en ajoutant d'autres chiffres. Par exemple, ça touche tel nombre de personnes dans le monde, la mortalité dans le monde, c'est ceci, tant de personnes décèdent chaque heure d'un AVC dans le monde. Vraiment, pour qu'on se rende compte que c'est quelque chose d'important à l'échelle mondiale. Ensuite, il descend donc au niveau africain pour dire c'est aussi la première cause. Voilà, pardon, c'est aussi la première cause d'hospitalisation dans les services de neurologie en Afrique subsaharienne. Et on voit bien que là, il parle de l'échelle africaine. Il ne parle pas du Sénégal ou de l'Afrique du Sud ou de la Côte d'Ivoire, mais de l'échelle africaine. La suite, la majorité de l'AVC survient dans les pays en voie de développement où malheureusement le système de santé est souvent précaire. L'incidence et la mortalité liées aux AVC sont en augmentation dans les pays en développement du fait de l'émergence des maladies non transmissibles, de la modification du style de vie. Donc, il dit, les AVC sont en train d'augmenter, non seulement l'incidence, mais la mortalité à l'échelle mondiale. Je veux dire, au niveau des pays en voie de développement, ça c'est le contexte régional où le Cameroun se trouve. Et je précise qu'on aurait pu, à la suite de cette phrase, donner des chiffres qui montrent que, par exemple, en 2010, la mortalité était de tel pourcentage, en 2020, c'était tel pourcentage, en 90, c'était tel, en 2010, on a eu ceci, pour montrer vraiment que c'est un problème à l'échelle de l'Afrique. Il dit ensuite, les AVC vont constituer dans les années à venir le principal défi du système de santé dans les pays en voie de développement. Et j'ai envie de dire, ici, on aurait pu compléter en ajoutant au Cameroun. C'est la première cause d'hospitalisation dans les services de neurologie et de cardiologie en donnant des chiffres qui montrent vraiment que même à l'échelle du pays, ça reste un problème de santé. C'est ça la situation, le fait de situer dans le contexte, de montrer l'importance du sujet. Ensuite, on descend maintenant le problème de recherche tel qu'il est posé. Et vous voyez, comme j'ai eu à le dire plusieurs fois, ce n'est pas une phrase comme ce n'est pas la question de recherche que je pose, mais je dois expliquer tel que celui qui suit ou celui qui lit se retrouve face à un problème qu'il faut résoudre à travers la recherche. Il est écrit dans cet article, sa prise en charge parlant de l'AVC à la phase aiguë justifie une hospitalisation en milieu spécialisé d'une part, d'autre part un suivi extra-hospitalier hospitalier pour éviter la récidive et combattre le handicap. On voit que ça, c'est déjà l'approche qu'il a du problème. Il faut faire une prise en charge à l'hôpital et en dehors de l'hôpital. Cependant, au Cameroun, il n'existe pas de système d'assurance maladie universelle et c'est souvent le malade ou sa famille qui paie les soins de sa poche. Là, il est en train de présenter le problème. Il faut traiter les patients tant à l'hôpital qu'à l'extérieur. Mais il n'y a pas un système d'assurance dans notre pays. Et en plus, le salaire minimum interprofessionnel à ce moment-là, c'était 28 216 francs. Donc, il est en train de mettre en fait les gens devant un problème de le traitement nécessite de l'argent, mais les patients n'ont pas assez d'argent pour le faire. Les patients n'ont pas de quoi financer parce que le salaire minimum, il est faible en lui-même. Et quand j'explique ça à quelqu'un, vous voyez, je commence par dire, l'AVC, c'est un problème. Ça touche beaucoup de personnes. Ça tue les gens. C'est un handicap. Ça, c'est le contexte. Je descends maintenant. Il se trouve que le traitement nécessite de l'argent, mais les gens n'ont pas de l'argent pour cela. Et j'ai envie de dire, on peut compléter un peu en disant, et puis on va se demander, est-ce qu'il y a des stratégies qu'on peut développer? Est-ce qu'on peut faire un peu de, est-ce qu'on peut avoir des éléments qui vont permettre de soutenir les décisions de santé publique concernant la prise en charge de ces patients-là? Et rappelez-vous, comme je vous ai dit, les études de prévalence en général vont aider à résoudre les problèmes de décision, soit décision en santé publique, soit décision en santé individuelle. Voilà, et c'est ça le problème qui est posé ici. Est-ce qu'il faut subventionner? Est-ce qu'il faut mettre de l'argent dans cette pathologie-là?
pour pouvoir répondre à cette question, je dois faire une étude pour évaluer combien ça coûte. Parce que si je sais maintenant combien ça coûte, alors je peux savoir si on doit décider ou pas de subventionner. Et c'est ça le problème de recherche qui est posé. Et c'est un problème de recherche parce que tant que je ne fais pas une étude sur le coût de la prise en charge des AVC, je ne peux pas savoir si effectivement il faut faire cette décision-là ou pas. Donc, c'est un problème de recherche qui est posé là. Et enfin, le but de l'étude, et ça c'est ce qui est écrit dans l'article, dans le but de faire un plaidoyer pour la subvention de la prise en charge des AVC, nous nous sommes proposés donc d'évaluer le coût de la prise en charge dans un hôpital hospitalo-universitaire à Douala au Cameroun. Donc, ça veut dire, après l'étude, je compte utiliser ces résultats pour faire un plaidoyer. Je compte utiliser ces résultats pour influencer la décision politique. C'est ça le but de mon étude. C'est ce que j'ai appelé tout à l'heure l'intérêt de l'étude. C'est ce que je veux faire du résultat de mon étude après. Il y aura des études où on va se servir de ces résultats pour développer des stratégies de prévention de la maladie. Il y a des études où on va se servir du résultat pour améliorer la prise en charge parce qu'on aura prouvé qu'une nouvelle intervention est efficace. Mais il faut que je donne l'intérêt de mon étude à la fin de l'introduction. Et ça, c'est un exemple, comme je l'ai dit, que j'ai préféré prendre dans un article publié pour que vous compreniez qu'en fait, la science est universelle. Ce n'est pas, ça dépend de tel ou de tel, mais c'est des choses qui sont communément admises. Et quand tu registres de cette façon, on comprend que voilà quelqu'un qui sait ce que c'est la recherche et qui peut donc faire ce genre de travail. Voilà. Je vais juste ajouter quelques éléments, quelques derniers points qui vont davantage vous aider à bien assimiler et à bien faire une introduction pour votre travail de recherche. Bon, l'un des éléments, c'est de dire, lorsque vous faites l'introduction, les amis, commencez par faire un plan. Ça, c'est quelque chose que moi, je ne faisais pas au début, mais je me suis rendu compte que c'est extrêmement important de faire un plan de son introduction avant de commencer à rédiger. Ne vous asseyez pas seulement devant l'ordinateur sur le clavier, vous commencez à taper, je vais écrire quoi là, vous risquez de vous perdre en chemin. Donc, il faut, que c'est sur un plan de son introduction. L'exercice que je vais vous laisser, c'est que chacun essaye pour son étude de faire le plan de son introduction. À la prochaine rencontre, on va discuter, voilà, à la fin. Les uns et les autres pourront présenter leur plan pour qu'on puisse en discuter et voir est-ce que si je fais comme ça va aller. Donc, quand je dis le plan, c'est de faire par exemple comme ceci. Mon plan, premier point, définition de, je prends ce qu'on a vu là tout à l'heure, c'est le plan que j'imagine il a fait avant de rédiger. Définition de l'accident vasculaire cérébral. On peut mettre par exemple ici entre parenthèses définition de l'OMS, par exemple, pour être précis de là où je vais aller chercher cette information. Deuxième point, je vais mettre mortalité des AVC dans le monde. Ensuite, je vais donner, troisième, nombre de personnes touchées dans le monde par les AVC. Et que je suis sur le point contexte, mais je précise déjà les informations que je veux avoir. Et ceci, c'est possible, en fait, juste à partir du peu de connaissances qu'on peut avoir sur la maladie. Je veux dire, on n'a pas besoin forcément d'être un expert, de maîtriser la question à fond. Mais si j'ai juste quelques petites connaissances sur la maladie, ça va me permettre, en fait, déjà de bien me situer, de savoir même quelle information j'irai chercher sur Internet après. Voilà. Nombre de personnes touchées dans le monde, par exemple, je vais mettre ici en 4 les séquelles liées aux AVC avec les indicateurs. Ensuite, je descends au niveau de l'Afrique. Par exemple, nombre de cas en Afrique. Les éléments dont j'ai besoin pour présenter l'ampleur du problème à ce niveau. Ensuite, on sera déjà à la partie 10 là. Le problème de recherche. Ici également, je suis supposé avoir réfléchi dessus avant. Parce que comme on l'a vu la dernière fois lors du dernier cours,
Le problème de recherche, c'est la base. Donc ici, je devrais être totalement à l'aise pour rédiger, mais dans mon plan, je mets quand même quelques éléments de ce que je vais développer ici. Par exemple, dans ce qu'on a lu tout à l'heure, on a vu qu'il y a prise en charge des AVC égale hospitalière et extra-hospitalière. Ensuite, je vais par exemple ajouter là, comme on l'a vu tout à l'heure, pas de système d'assurance. Ensuite, je vais ajouter SMIC, salaire minimal, je crois, interprofessionnel ou un truc comme ça. Ça, c'est mon problème de recherche. Ensuite, je vais mettre ici pour le but de l'étude, nettoyer pour une subvention. Et là, c'est le plan de mon introduction. Tel qu'en allant sur Internet, je sais exactement qu'est-ce que je vais chercher sur Internet. Je ne pars pas sur Internet taper des mots en l'air, fouiller par-ci, par-là, mais je sais exactement qu'est-ce que je vais chercher pour venir maintenant formuler simplement les phrases avec les informations que j'ai pu trouver sur Internet ou alors sur d'autres sous-informations, comme on verra dans le cours sur la recherche documentaire. Et voilà donc ce qu'on peut dire pour l'introduction. Je vais préciser également certains points importants à dire. Premier point, je vous fais passer ceci pour écrire là, qui me semble très important. Je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais je le redis encore et je peux parier qu'il y a des gens qui vont quand même faire ça malgré le fait qu'on ait dit. C'est introduction, ce n'est pas une mini-revue de littérature. Vraiment, ça, il faut se le mettre dans la tête. Ce n'est pas de je ramasse le maximum d'informations, je viens foutre là. Ce n'est pas du tout ça. Deuxième point, ce n'est pas lieu de rappeler l'historique ou la physiopathologie. Il y a une connaissance dans la littérature, comme on va le voir tout à l'heure. Ce n'est pas dans l'introduction que je vais rappeler la physiopathologie a fait ceci ou cette maladie qu'on avait découvert en telle année, etc. À moins que cette information m'aide soit à donner la définition, soit à donner le contexte, soit à expliquer le problème de recherche. Mais ça, c'est rare quand même que ça aide à ces choses-là. Donc, si vous avez tendance à mettre la physiopathe ou des rappels physiologiques ou anatomiques, attention, vous êtes peut-être en train de quitter déjà le chemin. Peut-être que vous ne faites plus une vraie introduction, peut-être que vous êtes en train de faire plutôt une mini-revue de littérature, n'est-ce pas? Ce qui n'est pas ce qu'on attend ici. Deuxième point, une introduction doit en général, pour un mémoire ou pour une thèse, tenir sur une page et demie à 2 pages ou 2 pages et demie maximum. Si vous êtes à demi-page, je sais que pour moi, vous n'avez pas beaucoup de choses à dire. Peut-être que vous n'avez pas bien compris le problème que vous voulez résoudre vous-même. Si vous êtes à 3 pages, non, c'est que là, vous êtes en train de mettre du verbiage des choses qui ne sont pas utiles. 1 page et demie, pour moi, c'est le bon standing ou 2 pages. Quand je dis 2 pages, ce n'est pas qu'on va mettre la police à 18 pour atteindre 2 pages. C'est bien Time New Roman avec la police 12, n'est-ce pas? Tout simplement la police classique qu'on a l'habitude d'utiliser. Très bien. Et l'autre chose que je vais vous dire également concernant l'introduction, c'est que vraiment. Et ça, c'est toute la philosophie dans la recherche, dans la rédaction scientifique. Lorsque vous avez une idée, écrivez. Faites corriger, écrivez, faites corriger, écrivez. Et comme je l'ai dit, les séances de travail que nous avons, vraiment, on va consacrer autant que faire se peut, le maximum de temps pour interagir, pour que les gens puissent présenter ce qu'ils ont fait, qu'on en discute et qu'on corrige, et etc. Et la parenthèse, c'est de dire que dans ce que nous faisons comme travail, ceux qui auront fini à la fin, ceux qui vont finir leur protocole de recherche, pourront nous les envoyer pour qu'on corrige et qu'on fasse des commentaires dans ce sens. Pour leur dire qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien, qu'est-ce qu'il faut corriger, qu'est-ce qu'il faut revoir, etc. Pour qu'à la fin, vous ayez vraiment cette mentalité, cette façon de rédiger et de faire l'introduction. Autre chose que je vais préciser pendant l'introduction, c'est que l'introduction peut être divisée en ça dépend souvent des encadreurs ou des facultés. Je sais par exemple que la faculté de médecine de Boya,
dans leurs recommandations, il faut que l'introduction soit en différentes parties. Mais en fait, ce sont simplement les parties que j'ai eu à présenter plus tôt. On va parler par exemple de background, du contexte, ou background, ce que j'ai expliqué dans le contexte. Ça veut dire, voilà l'ampleur du problème à l'échelle mondiale, à l'échelle africaine, etc. Et on va insérer la définition à l'intérieur une fois. On peut avoir la partie qu'on va appeler problématique, le problème de recherche qu'il faut aussi développer, comme j'ai eu à le dire tout à l'heure. On va avoir la partie justification ou bien intérêt de l'étude. L'intérêt de l'étude, c'est de dire en quoi est-ce que mon travail de recherche va pouvoir résoudre ce problème-là, en quoi je vais utiliser ces résultats. Et je précise que quand on parle de la justification, peut-être à côté, peut-être encore, on pourrait parler de justification. Souvent, la justification, c'est problématique, plus c'est intérêt de l'étude. Tout simplement. Donc, quand on dit justification, c'est problématique et intérêt. C'est pour ça que parfois, on peut, à la fin de l'introduction, on met contexte et justification. Je sais que ça me met le contexte, ça me met le problème de recherche et ça me donne l'intérêt de mon étude, en quoi mon étude serait utile pour résoudre le problème qui a été énoncé.